Voilà, nos intervenants nous rejoignent. Alors Thibaut, alors je n'ai pas fait de plan de table. Prenez la première chaise qui vous tombe dans les bras. Thibaut Douville, qui est professeur à Caen et spécialiste des questions numériques. Je prends dans l'ordre où les personnes s'assiedent. Manuela Albi, qui est directrice juridique du groupe Expedia. Également Sofiane Elaoudi, qui est juriste chez Airbnb. Et Marie Tixier-Abar, qui est juriste au sein du Centre européen des consommateurs. Donc avec ce panel et les différentes interventions, et vous avez, lorsque vous pourrez prendre la parole, vous avez les micros que vous pourrez vous partager. Alors pourquoi cette table sur les questions des meublés de tourisme dans les JO? Je pense que vous avez déjà quelques idées en tête. On en parle beaucoup depuis déjà quelques mois. Alors, il n'y a pas, on va dire, de particularité liée aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de législation spécifique liée aux Jeux Olympiques, mais comme je le disais tout à l'heure, les Jeux Olympiques, de par l'importance de l'événement, vont cristalliser certaines difficultés, vont les amplifier et vont être amenés à mettre un certain focus qui a pu aussi générer l'idée peut-être d'évolution législative au regard de ces événements. Alors, les meublés touristiques soulèvent différentes difficultés et surtout depuis l'apparition des plateformes avec évidemment des bienfaits et des craintes. Les bienfaits, on les a tous en tête, bien évidemment, pour les bailleurs qui sont parfois aussi locataires, la possibilité d'avoir des revenus complémentaires en proposant leur logement pour des périodes courtes à la location, mais également la possibilité pour les voyageurs de pouvoir bénéficier d'un autre type d'offre et de diversifier cette offre dans l'avantage de ces voyageurs. Les inconvénients, ils ont été aussi souvent mis en avant, ou tout au moins des craintes sur notamment, certes, des questions de concurrence, mais aussi l'impact que cela peut avoir sur les logements à long terme. Donc, ces bienfaits, ces craintes ont donné lieu à un mouvement législatif, je dirais, bon, comme dans tous les domaines, assez important, mais dans celui-ci en particulier, avec des évolutions qui sont assez fréquentes. Alors, pour aborder cette question que nous avons décidé de placer sous l'angle des plateformes, de leur rôle et de leur place, et donc aussi, dans une certaine mesure, de leur responsabilité, nous avons décidé d'aborder la question de cette table ronde en 3 sous-points. D'une part, la question, un point sur la réglementation et son évolution qui concerne les bailleurs et également les plateformes. Ensuite, les conséquences que cette réglementation va avoir sur leurs responsabilités à ces plateformes. Et enfin, la question du rôle des plateformes dans le cadre de l'inexécution du contrat de bail. Alors, ces 3 sous-points seront abordés successivement. Alors, d'abord, concernant le premier sur la question de la réglementation, quelques petits mots sur lesquels je vais donner très rapidement quelques précisions. Donc, depuis la loi Elan, on a une définition du meublé de tourisme qui est, en simplifiant, une location pour des personnes qui n'élisent pas domicile dans le lieu, mais qui effectuent un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Donc cette définition est désormais dans le Code du tourisme et toute la difficulté ou peut-être l'importance de la réglementation tient d'abord dans la somme d'obligations qui pèse sur le bailleur. C'est-à-dire celui qui va mettre son logement en location sur ces plateformes. Et donc, à lui s'impose un certain nombre d'obligations qui sont souvent croissantes. Et peut-être pour essayer de simplifier, on pourrait dire qu'il y en a un peu 2 familles. Une qui tienne à l'immeuble en lui-même, à son statut, et c'est-à-dire est-ce qu'il est propriétaire du logement qu'il met en location ou est-ce qu'il est lui-même locataire. Alors s'il est propriétaire, toute une série d'obligations qui peuvent s'imposer à lui pour être certain que la copropriété autorise ce type de mise en location, mais également s'il est locataire, et on en a beaucoup entendu parler dans la presse et notamment dans la ville de Paris, se pose le problème de la sous-location qui, si c'est un HLM, n'est pas possible.
possible. Si c'est la loi de 89, bail d'habitation, il faut l'autorisation du bailleur. Donc un certain nombre d'éléments à vérifier pour que finalement la location soit légale et qui pèse sur les épaules du bailleur. Et puis une deuxième série d'obligations qui s'impose aussi aux bailleurs, et là qui concerne, on pourrait appeler une sorte de règles administratives sur lesquelles il y a, peut-être pas constamment, mais très souvent, on aura l'occasion d'y revenir, des évolutions législatives. Alors peut-être que pour simplifier, on pourrait dire là aussi sur ces règles administratives qu'aujourd'hui, en tout cas pour le moment, la frontière est celle de savoir si le local est un logement secondaire pour ce bailleur ou si c'est son logement principal. Selon que c'est l'un et l'autre, les obligations ne sont pas exactement les mêmes et les obligations sont particulière dès lors qu'il s'agit de la résidence principale, puisque dans ce cas-là, il n'y a certes pas de déclaration, alors que sinon c'est le cas dans la commune, mais surtout, on le sait depuis déjà quelques années, lorsqu'il s'agit de grandes villes comme évidemment Paris ou qui ont plus de 200 000 habitants, il y a une obligation de déclaration qui vaut enregistrement et qui permet ensuite de pouvoir suivre ces bailleurs et deuxième obligation qui s'impose à eux, l'impossibilité de louer au-delà de 120 jours. Donc, toutes ces obligations qui s'imposent aux bailleurs ont nécessairement des répercussions sur l'efficacité, la validité du bail vis-à-vis du locataire, et l'intermédiaire qu'est la plateforme au milieu, eh bien, se voit, elle aussi, intégrée à cet ensemble d'obligations de manière à assurer la protection du locataire qui est généralement un simple particulier consommateur. Alors, dans ce cadre-là, concernant cette réglementation actuelle, le cadre étant remis sur ces obligations du bailleur, ma première question ira à Thibault Douville pour nous proposer de nous mettre une lumière sur les obligations qui pèsent cette fois sur les plateformes. Par rapport à ces obligations du bailleur, qu'est-ce que doivent faire les plateformes, que ce soit par l'initiative de règles nationales ou de plus en plus par des règles européennes? Merci beaucoup, chère Carole. Merci beaucoup pour ton invitation et évidemment Natacha Sofanor. Alors quelques précisions parce que la question finalement est complexe. Elle fait appel au droit de l'Union, au droit interne, dans une relation qui à la base est tripartite. Relation juridique tripartite, la plateforme, la personne qui loue et puis le loueur du local. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, à travers les sources du droit de l'Union européenne, on peut avoir deux analyses possibles de toute la réglementation que tu as commencé à évoquer. C'est-à-dire qu'on peut très bien lire les choses à travers la notion de service de la société d'information, commerce électronique pour simplifier, ou bien à travers les services en général avec des conséquences différentes. Alors, quelques éléments d'abord de source et puis ensuite plutôt de contenu ou de substantiel. Deux éléments de source d'abord. Est-ce que lorsqu'une plateforme met en relation des personnes pour de la location de meublés touristiques, est-ce que cette réglementation rentre dans la directive commerce électronique? Est-ce que c'est un service de la société d'information? La réponse est positive et la Cour de justice d'ailleurs a eu l'occasion de le préciser. On est en présence de l'intermédiation en matière de meublés touristiques comme pour d'autres domaines, eh bien, c'est un service de la société de l'information, ce qui fait que les règles de la directive commerce électronique qui sont très contraignantes, très restrictives pour les États, vont trouver application dans le cadre à l'égard de ces plateformes. Vous le savez, les États membres ne peuvent pas adopter de règles qui vont s'appliquer au service de la société de l'information, qui sont établies dans d'autres États membres et qui pourraient restreindre le commerce notamment transfrontalier, porter atteinte au marché intérieur. Et la Cour de justice, dans un arrêt assez récent du 9 novembre 2023, est venue rappeler que cette dérogation à la libre circulation des services de la société de l'information ne pouvait intervenir que de manière exceptionnelle à l'égard d'un service de la société de l'information et ne pouvait pas consister en des règles générales. Ce qui pose la question de savoir si le cadre interne dont tu parlais il y a quelques instants, la loi Elan, l'ordonnance de 2019, s'accommode de ces exigences-là. Et autant la loi Elan a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne, l'article 51 de la loi Elan qui introduisait le régime d'autorisation et de déclaration préalable. C'est pas le cas de prime abord de l'ordonnance, après vérification de l'ordonnance de 2019, ce qui interroge sur la conformité au droit de l'Union, du régime de déclaration préalable et puis du régime de transmission des données. Mais on en reparlera dans quelques instants. Puis il y a le deuxième aspect, l'aspect service. Dès lors que
des personnes mettent à disposition des meublés touristiques, eh bien les États membres, on est dans le cadre non plus des services de la Société de l'information, mais du régime général de la libre circulation des services dans l'Union, et la directive de 2006 va trouver application, ce qui permet aux États de mettre en place, pour le coup, à la lumière de cette directive, des régimes par exemple d'autorisation pour le changement d'usage d'un local d'habitation. Donc ça n'a pas de difficulté de ce point de vue-là. Alors qu'en est-il à l'heure actuelle du droit de l'Union en matière de plateformes de meublés touristiques? Eh bien, il y a une évolution assez importante qui est à noter avec un règlement du 11 avril 2024 qui concerne la collecte et le partage de données relatives aux services de location de logements de courte durée, grosso modo les meublés touristiques, qui est un règlement assez intéressant puisqu'il vient se combiner avec les règles des États membres qui prévoient la communication de données par les plateformes aux autorités concernant justement la location de meublés touristiques et le dispositif introduit par les lois Elan et puis l'ordonnance de 2019 concernant la communication des biens qui font l'objet d'une mise sur le marché pour les meublés touristiques. Donc ça, c'est un règlement intéressant, mais un règlement qui ne prévoit pas d'obligation à la charge des plateformes ni des loueurs. C'est une réglementation qui vient se combiner avec les dispositions des États membres qui prévoient des exigences de communication de données. Donc ça, c'est une évolution importante. Et puis, il y a d'autres évolutions, mais j'en reparlerai dans quelques instants. Ce sont des règlements européens de droit du numérique, règlement plateforme to business, règlement sur les services numériques, règlement sur les marchés numériques, qui possiblement ont vocation à s'appliquer, puisque sur les plateformes, il y a du contenu. Donc, on pense au règlement sur les services numériques. Les plateformes impliquent des relations avec les consommateurs. Donc, évidemment, on pense au droit de la consommation, mais des relations aussi avec des professionnels. Est-ce que les loueurs sont des professionnels au sens du droit de l'Union européenne? Alors, la Cour de justice a eu l'occasion en 2018 de se prononcer sur la notion de professionnel, en disant que finalement, le fait, c'était à propos de la publication d'offres sur un site de petite annonce, et puis en précisant que le fait de mettre les offres n'impliquait pas que la personne ait la qualité de professionnel, tout dépendait de la finalité dans laquelle les offres étaient diffusées, si la finalité était ou non, s'inscrivait dans une finalité notamment commerciale. Et donc, on a un problème d'interprétation de la volonté de celui qui, enfin, un problème d'interprétation pas tant que ça, mais en tout cas de la volonté de celui qui met à disposition son logement. Et donc, il va falloir tenir compte de l'ensemble de cette réglementation européenne pour finalement déterminer l'ensemble des dispositions qui s'appliquent à la fois aux plateformes et puis aux différents acteurs de cette économie du meublé touristique. Merci Thibault. Oui, donc on voit déjà une certaine complexité s'installer entre des règles nationales, des règles européennes, des règles européennes qui sont spécifiques aux plateformes, plus largement aux services numériques, qui peuvent conduire à s'entrechoquer avec les législations nationales. Vous, je me tourne vers vous, Madame Albi et Monsieur Elouadi. Madame Albi, peut-être d'abord, même si la question est un peu la même pour vous deux, mais juste en tant qu'entreprise dans ce secteur, quel regard vous portez sur cette réglementation? Quelle procédure déjà vous avez dû mettre en place pour pouvoir vous adapter à ces différentes exigences et sachant qu'il y en a maintenant de nouvelles, et de manière générale, est-ce que vous pensez que cette réglementation, tant nationale qu'européenne, est pertinente et adaptée? Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Alors, en interne, avec nos opérationnels, souvent, on parle de tout ce qui est toutes ces législations comme le millefeuille administratif. En fait, si on fait le census de toutes les lois qu'il y a eu depuis 2014, on a la loi Allure en 2014, la loi sur la République numérique en 2016, la loi Elan en 2018 et la loi Expérience 2019. Donc, tout ça a créé toute une série d'obligations pour nos plateformes. Donc, à chaque fois, on a dû rajouter des volets en plus sur le flux en fait de création d'annonces. Lorsque un utilisateur de notre service, de notre site aux plateformes crée une annonce, il va devoir évidemment rentrer l'adresse de la propriété. À partir du moment où on détecte que cette adresse se trouve dans une zone où a été implémenté en fait un numéro d'enregistrement, on va avoir un champ obligatoire et il lui sera demandé de rentrer le numéro d'enregistrement du bien.
Une fois qu'on a le numéro d'enregistrement, il va devoir répondre à plusieurs questions et donc remplir des cases à cocher dans lesquelles on va lui rappeler quelle est la loi qui s'applique et qu'il est bien conscient qu'il est en train de mettre en location un bien pour de la courte durée et qu'il est bien en règle avec tout ce qui est changement d'usage, licence, numéro d'enregistrement. Une fois qu'il a répondu à toutes ces questions, on lui posera encore une autre question qui sera: est-ce qu'il s'agit d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire? Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, pour les résidences principales, il y a un cap qui est aujourd'hui de 120 jours au niveau national. On espère que cela ne changera pas par ville, parce que ce sera compliqué sinon. Pour l'instant, on est à 120 jours par an. Et donc, à partir du moment où on clique la case à cocher résidence principale, s'il y a des réservations qui sont faites, qui vont au-delà des 120 jours, le logiciel vous interdit en fait d'avoir cette réservation et va vous proposer de réserver le même bien, mais pour l'an prochain. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de complications au niveau pratique et opérationnel pour les plateformes, qui ont fait en sorte de pouvoir se mettre en conformité avec toutes ces réglementations qui sont nées depuis 2014 jusqu'à nos jours. Il y en a une dernière qui est le partage des données. Donc depuis 2018-2019, nous partageons les données une fois par an avec toutes les villes qui ont mis en place un numéro d'enregistrement. Ce partage aurait dû être fait de manière automatisée et non manuel, mais la vérité, en fait, la pratique opérationnelle est qu'aujourd'hui, ce partage se fait par un fichier Excel. Donc, c'est un fichier Excel qui est fait par nos services. On a dû mettre en place de nombreux process. On a dû recruter des juristes, en fait, qui vérifient chaque demande qui nous arrive des villes, et vérifier la pertinence de ces demandes. Et une fois qu'on traite la demande, on extrait les données, on leur fait signer avec chacune de ces villes des accords de confidentialité, parce qu'un partage de données ne peut pas se faire sans l'encadrement du RGPD. Et ensuite, on peut leur adresser en fait l'extraction des données. Donc, on a aujourd'hui une centaine de demandes par an de ces villes qu'il faut traiter de manière manuelle. Évidemment, ça, c'est une charge administrative très lourde pour une plateforme dont le business n'est pas de répondre aux villes, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, on a discuté énormément avec le gouvernement à l'époque, qui nous avait promis de mettre en place un système automatisé. Ce n'est toujours pas le cas. Et aujourd'hui, on a vraiment un grand espoir sur le règlement européen qui a été approuvé le 11 avril 2024, dans lequel, en fait, ça sera effectivement un système automatisé et centralisé qui sera mis à la portée de chacun des États membres, qui voudra avoir un partage de données, mais uniquement dans un traitement automatisé. Donc, il ne sera absolument pas un traitement manuel. Donc, on attend avec impatience la mise en place de ce règlement. Et qu'est-ce qu'on en pense, nous ? On considère qu'aujourd'hui, évidemment, la réglementation, à partir du moment où elle est justifiée et proportionnée, est entendable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des villes comme Paris, comme Bordeaux et d'autres comme Lyon, Annecy, etc., où il y a effectivement des problèmes de pénurie de logements et on comprend bien qu'il faut réglementer la location de vacances. Mais là où on a plus de doutes, c'est lorsqu'on commence à réglementer toute la France ou toutes les villes avec ce système de réglementation qui est quand même très lourde pour nous. Juste pour un exemple, aujourd'hui, il y a 4000 villes qui pourraient mettre en place ce numéro d'enregistrement et il n'y en a que 251 qui ont mis en place ce numéro d'enregistrement. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème national, mais c'est vraiment un problème local de certaines communes. Je vais peut-être en profiter pour rebondir et vous donner la parole juste après, puisqu'on est un peu toujours dans le même thème. Vous venez d'évoquer la possibilité que ça puisse concerner toutes les villes. Alors, c'était d'actualité il y a quelques jours. Ça allait peut-être un petit peu moins, on ne sait pas, puisque une proposition de loi ou projet, je crois, qui
c'est une proposition, oui, qui a d'abord été à l'Assemblée nationale, effectivement, qui a été déposée en 2023, en avril 2023, visant, je cite, à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Cette proposition a été d'abord adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, et elle devait être là aujourd'hui ou demain, être en commission mixte paritaire, mais tout cela est évidemment ou aux oubliettes ou suspendu, on ne sait pas, mais en tous les cas, l'idée était de supprimer la distinction résidence principale, résidence secondaire, en simplifiant, et puis être surtout à généraliser l'enregistrement, ce qui pouvait soulever les difficultés que vous venez d'évoquer. Et donc, je me tourne vers vous, Monsieur Elouadi, face à les difficultés actuelles sur lesquelles vous pouvez évoquer celles de votre structure, mais également sur ces projets, ce projet en cours, même s'il est sérieusement mis en balance pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que, d'après vous, pourrait être possible pour essayer de sécuriser le parcours du consommateur lors de ces locations, puisqu'il y a des incertitudes sur le respect par le bailleur de ses obligations? Quel rôle vous pouvez jouer à ce moment-là? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je confirme effectivement qu'on utilise le même terme chez Airbnb de millefeuille législatif pour décrire le contexte réglementaire législatif sur lequel on évolue quotidiennement. Donc effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Manuela, moi j'ajouterais peut-être qu'effectivement, notamment sur les obligations de partage de données avec les communes, le sujet derrière, en réalité, c'est la faculté pour les communes de faire respecter la réglementation qu'elles adoptent. Comme l'a dit Manuela, déjà, il y a très peu de communes qui sont emparées des outils qui existent déjà, 250 à peu près sur plus de 4000. Donc en réalité, nous, notre position, c'était de dire effectivement, il y a cette proposition de loi qui arrivait, mais en réalité, il y avait un certain nombre d'outils qui existaient déjà, mais malheureusement, un certain nombre de communes éligibles ne s'en étaient pas emparées, donc on rajoutait encore un seuil supplémentaire sur ce millefeuille législatif, ce qui était peut-être pas pertinent, et l'idée peut-être était de donner aux communes plus de pouvoir, plus de moyens humains et financiers, justement pour permettre les contrôles et les sanctions pour les violations du régime qui était déjà existant. Sur la proposition de loi que vous évoquiez, en réalité, il y avait, à mon sens, pas plus d'impact que cela sur le consommateur. En réalité, enfin, la philosophie derrière cette proposition de loi et ce qui était en tout cas défendu par les députés qui portaient cette loi, c'était résoudre, selon eux, la crise du logement. Donc il y avait une volonté, on va dire, de donner encore plus de pouvoir aux communes. Il y avait une vraie volonté de décentralisation, en permettant, par exemple, sur les résidences principales, de permettre aux communes de voter un abaissement du seuil de 120 jours actuellement, qui est un seuil national. Et on aurait pu avoir effectivement des communes qui pouvaient descendre jusqu'à 90, avec les complexités pratiques qu'évoquait Manuela, où on aurait pu avoir effectivement sur les communes en France, certaines communes à 120, d'autres à 95, d'autres à 90, etc. Et avec effectivement, à notre sens, un impact nul en réalité sur la crise du logement, puisqu'on parle de résidences principales, par définition, qui sont occupées par leurs propriétaires et qui les louent occasionnellement. Donc il y avait un certain nombre de mesures dans cette proposition de loi sur lesquelles nous, on avait alerté les députés, le gouvernement, sur le fait qu'effectivement, si le but était de résoudre, ou en tout cas d'avoir un effet sur la crise du logement, on tapait un petit peu à côté si on visait les résidences principales. En revanche, effectivement, on a les mêmes critères, on va dire, d'évaluation des éventuelles réglementations qu'a évoqué Manuela sur la proportionnalité. Et nous, notre point, c'est effectivement de dire que la crise du logement, les études le démontrent, ont pour cause principale, on va dire, le retard de construction qui est constaté chaque année avec une accélération depuis le Covid. On a aussi un nombre de logements vacants en France qui est 3 fois supérieur au nombre de logements qui sont mis en location de courte durée. Et la location courte durée arrive derrière. Donc nous, notre point, effectivement, c'est de dire que sur des zones très localisées, sur certains quartiers dans certaines villes, la location courte durée est effectivement probablement un problème et a un impact négatif sur la location longue durée. Et donc notre solution à nous, en tout cas ce qu'on proposait aux autorités et notamment aux communes, c'était de travailler main dans la main avec elles sur la base notamment des données qui leur sont partagées et qui leur permettent d'avoir une vision précise de la réalité de la location courte durée sur leur commune, de pouvoir cibler des réglementations sur certains quartiers par exemple pour traiter le sujet sur le fond. Mais malheureusement, effectivement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de communes n'ont pas les moyens humains, notamment, pour traiter les données, qui sont des volumes très importants, on l'évoquait tout à l'heure, et ça demande des moyens humains pour pouvoir analyser ces données
et pouvoir dresser un panorama concret et crédible de l'impact de l'allocation courte durée pour pouvoir derrière prendre les réglementations qui seront les plus efficaces. Donc, oui, donc à vous écouter d'un point de vue concret, nous ne sommes pas prêts à pouvoir avoir des textes qui soient effectifs, puisque on n'a pas les moyens derrière de pouvoir faire les vérifications nécessaires et les villes, hein, je parle plus d'elles, hein, vous avez un système automatique, mais disons que les villes, pour faire ensuite les vérifications, elles n'ont pas les moyens humains de le faire. Ouais. Alors peut-être que l'intelligence artificielle nous y aidera par la suite et l'automatisation. Entre les communes. Oui. Les grandes villes comme Paris ont des services spécialisés avec des agents assermentés qui font des contrôles. Et derrière, on a les procédures judiciaires à l'encontre des hébergeurs qui sont en violation de la réglementation qui sont faites. Mais pour des communes plus modestes, effectivement, c'est un vrai coût pour elles. Et effectivement, on se pose la question, une fois qu'on a voté une réglementation, de pouvoir la faire appliquer, de pouvoir faire constater les violations et ensuite de poursuivre devant les juridictions les hébergeurs qui sont en violation des réglementations. Donc ça, je pense qu'effectivement, quelles que soient les réglementations qui sont prises, il y a un vrai sujet ensuite d'application par les communes. Si je peux me permettre juste d'ajouter une chose concernant le cadre de cette communication d'information, parce qu'on est très heureux d'avoir ce règlement, Carole, tu l'avais gentiment communiqué, du 11 avril 2024, donc qui harmonise en fait la procédure, les modalités de transmission des données aux plateformes, mais qui laisse en suspens deux questions. C'est le choix de l'État ou pas de mettre en place une mesure de remontée d'informations à la charge des plateformes. Et deuxième point, c'est l'encadrement du traitement de ces données, parce qu'il ne s'agit pas d'un règlement qui vient déterminer les modalités du traitement des données, notamment par les collectivités qui sont destinataires des données. Et cet aspect-là n'est pas envisagé encore d'un point de vue réglementaire. Donc ce sont deux points de vigilance ou à avoir en tête. Alors ce règlement est un règlement européen et nous avons justement avec nous une représentante d'une association européenne de consommateurs, Madame Tixia Bar. Alors selon vous et les positions qu'ont pu prendre votre organisation, quelles pistes seraient pour vous les plus pertinentes pour toujours sécuriser ce parcours du consommateur locataire sur les plateformes pour s'assurer que la loi est respectée et que la location est bien respectueuse des législations locales? Bonjour à tous, merci de nous écouter et merci pour l'invitation. Alors nous, on est très satisfaits de ce règlement parce que il fallait que les informations soient uniformisées et harmonisées au niveau des États membres. Et ça apporte de la sécurité évidemment pour le consommateur qui a une adresse fixe. On sait qu'il y a quelqu'un derrière l'annonce qui est faite. On aurait aimé aller un peu plus loin en donnant la possibilité aux consommateurs directement de vérifier les numéros d'enregistrement. Ensuite, pour l'instant, c'est donc des législations qui sont beaucoup sur les déclarations des hôtes. Nous, on aurait aimé aller un peu plus loin sur la vérification des logements et aussi incorporer un peu plus les plateformes là-dessus, sur ces vérifications pour de la conformité des logements donc aux annonces qui sont faites. Pour le consommateur, ce serait beaucoup plus sécurisant et il serait informé de la conformité de ces annonces à la réalité de l'hébergement et donc à la conformité de la loi. Je crois que d'ailleurs c'était une proposition un article dans la proposition de loi donc du 28 avril qui proposait d'interdire la location de logements insalubres par exemple. Donc là, on aimerait aller un peu plus loin là-dessus, que ce soit davantage vérifié et un peu plus incorporer les plateformes sur ces vérifications, notamment parce que ce que vous avez dit auparavant, c'est un manque de moyens pour les communes, c'est sûr, et donc autant en profiter aussi pour vous incorporer un peu plus là-dedans et un peu plus certifier les annonces faites et les propositions de logement pour les consommateurs, pour qu'ils soient plus sécurisés là-dessus. Oui, alors on en arrive très clairement, très concrètement au rôle que peuvent avoir les plateformes dans ces fameuses vérifications et qui lancent la question, le débat, hébergeur, éditeur, jusqu'où entrer dans le détail et quels sont de façon précise, quel pourrait être le rôle, enfin quel est le rôle actuel. On sait que là, la jurisprudence parfois est sur un pied et parfois sur un autre. Alors, je me tourne d'abord sur cette question vers Thibaut Douville, d'essayer de présenter
si possible en quelques minutes, les différentes approches qui existent sur cette question, notamment des juges du fond, parce qu'il s'agit pour le moment surtout d'elles, de déterminer la qualité d'éditeur ou d'hébergeur pour les plateformes, qui inévitablement a une conséquence très directe, un impact immédiat sur leurs obligations de vérification vis-à-vis des bailleurs. Alors merci Carole et merci de souligner la complexité de la question, parce que c'est vrai qu'on pense donc aux annonces que l'on voit tous, alors qui sont diffusées par les plateformes, mais lorsqu'on consulte, lorsqu'on souhaite réserver un logement pour une courte durée. Et en réalité, ces annonces, lorsqu'elles sont publiées, peuvent amener à deux questions. La licéité du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est diffusé comme photo. On pourrait imaginer une photographie avec derrière, pourquoi pas un poster qui appelle au terrorisme ou qui soutiennent des messages illicites. Et puis on peut penser à un deuxième aspect également. Donc il y a le contenu illicite d'un côté, et puis il y a l'activité illicite de l'autre. On peut se poser la question de savoir si les plateformes peuvent faire l'objet, par exemple, de notifications ou de demandes de suppression d'annonces ou de contenu en raison du caractère illicite de l'activité réalisée. Par exemple, une habitation principale qui est mise en location de courte durée au-delà de la durée de 120 jours, est-ce qu'on est dans le cadre d'une activité qui est illicite? Alors, puisqu'on a un seuil qui est prévu, une interdiction de louer au-delà avec des mécanismes techniques qui empêchent la location, on peut le penser. Donc, il y a deux aspects possibles, contenu illicite, activité illicite. Alors, sur ce point, les choses ne sont pas simples, puisque le droit de l'Union a évolué récemment sur la question, vous le savez, avec le règlement sur les services numériques, qui reprend l'acquis de la directive commerce électronique, avec, vous savez, le principe général qui est pour les hébergeurs, ce sont des personnes qui stockent des contenus, un principe d'exemption de responsabilité à certaines conditions, une absence d'obligation générale de surveillance des contenus. Ça, c'est l'acquis de la directive commerce électronique. Et cet acquis est repris, les plateformes n'engageant pas leur responsabilité pour les contenus illicites ou les activités illicites réalisées en ligne, tant qu'elles n'en ont pas connaissance ou qu'elles n'en ont pas conscience en raison de leur caractère apparent. Inversement, dès lors que la connaissance de cette information est portée auprès de la plateforme, elle doit réagir dans les meilleurs délais pour faire cesser la diffusion de l'information. Alors, ce règlement sur les services numériques est intéressant puisqu'il empile, en fonction de la qualité de l'hébergeur, un certain nombre d'obligations. On a une catégorie générique qui est celle des services intermédiaires qui comprend les hébergeurs. Puis, deuxième étage de la pyramide, les plateformes en ligne. Et là, on est en présence de plateformes en ligne. Booking n'est pas présent aujourd'hui, mais a été qualifié même de très grande plateforme en ligne par la Commission européenne sur le fondement de ce règlement, puisqu'il y a à la fois des données qui sont stockées et mises à disposition du public à l'initiative des destinataires de services, c'est-à-dire en l'occurrence des personnes qui mettent leur logement ou un immeuble d'habitation à disposition. Et puis on a les très grandes plateformes qui obéissent à des règles encore plus précises, donc vous imaginez la pyramide. Ce qui est intéressant dans le règlement sur les services numériques, c'est plusieurs choses. D'abord, l'admission de ce que les plateformes puissent mettre en place des mécanismes de contrôle, de vérification des contenus, ce qu'on appelle la clause du bon samaritain. Elles peuvent développer des dispositifs de modération, de vérification de la licéité des contenus, sans perdre le bénéfice de l'exemption de responsabilité. Alors, si vous regardez la version française du règlement sur les services numériques, vous verrez qu'elles perdent l'exemption de responsabilité. En réalité, c'est une coquille dans la traduction qui n'a toujours pas été modifiée, mais elles bénéficient du principe d'exemption de leur responsabilité. Pour autant, donc on reconnaît leur rôle. On reconnaît le rôle d'Airbnb, d'Expedia, Britel, de Booking dans cette possibilité de vérifier la licéité des contenus et de prendre des mesures de modération, de suppression par exemple des contenus s'ils sont illicites ou si l'activité est illicite. Et puis en complément, il y a des obligations de transparence, notamment un rapport de transparence sur cette activité de modération des contenus qui est plus ou moins détaillé en fonction de la qualité de la plateforme. Un hébergeur, une plateforme en ligne, le rapport de transparence grossit, et puis il est beaucoup plus important en présence d'une très grande plateforme en ligne. Et puis d'autres obligations qui vont s'imposer aux très grandes plateformes en ligne, notamment de transparence sur ces mécanismes de modération. Alors la question va être de savoir, et c'est un point qui va être intéressant dans un instant, peut-être de savoir comment les plateformes se saisissent de cette question-là. Du point de vue de la jurisprudence, alors
Alors la jurisprudence, vous savez, sur ces questions-là est fixée depuis assez longtemps, puisque on avait de la jurisprudence sous l'empire de la directive commerce électronique qui, partant du rôle passif, neutre de la plateforme sur le contenu, prévoyait, ou reconnaissait le bénéfice de l'exemption de responsabilité, et inversement, la jurisprudence, notamment à l'égard d'eBay, avait admis que dans l'hypothèse où la plateforme aide ou contribue à la rédaction des contenus, puisse perdre sa qualité d'hébergeur pour celle d'éditeur en raison du rôle actif acquis. Et donc, là aussi, la question peut se poser de l'étendue de l'accompagnement des utilisateurs par les plateformes dans le cadre de la mise à disposition des annonces ou du contrôle du contenu qui est diffusé par les utilisateurs sur la plateforme dans le cadre des meublés touristiques. Donc ça, c'est un point intéressant à relever, sachant que évidemment, on pense rôle passif quand on est sur une plateforme d'hébergement. Il y a un contrôle, une vérification de ce que le logement possiblement existe, a été enregistré. Mais le contenu, par exemple, des images, je ne sais pas s'il fait l'objet d'un scan, par exemple, ou d'une vérification algorithmique. C'est une question qui pourrait se poser et qui pourrait être intéressante. Et puis, de manière complémentaire, se combine avec le règlement sur les services numériques. Le règlement, peut-être qu'il en sera question un petit peu après sur les marchés numériques. Booking est un contrôleur d'accès fournissant un service de plateforme essentiel d'intermédiation qui ajoute des obligations, alors en faveur cette fois-ci dans les rapports, cette fois-ci entre la plateforme et puis les professionnels. Alors en sont-ils vraiment qui mettent à disposition leur meublé touristique avec un certain nombre de règles protectrices et notamment d'exigences de transparence, mais peut-être en sera-t-il question par la suite, notamment ou pas, notamment concernant les conditions de fourniture du service. Alors la jurisprudence des juges du fond, elle est elle porte essentiellement sur la qualification du rôle actif ou pas. Et finalement, on a une variation selon les espèces, selon les cas, selon que la plateforme fournit un service un peu plus important ou un peu moins important dans le cadre de l'accompagnement fourni aux utilisateurs pour la rédaction des annonces. Donc c'est très très casuistique. L'idée étant de dire, voilà, dès lors qu'il y a un accompagnement actif, il y a par exemple une aide à la rédaction des messages ou une aide dans le choix des contenus diffusés, on bascule dans l'aspect éditeur et donc possiblement responsabilité en raison des contenus diffusés, mais c'est très casuistique. Oui, alors c'est très casuistique, mais pour vous, c'est un problème justement que ce soit casuistique, j'imagine, puisqu'on a certaines décisions du juge du fond, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, qui ont pu décider que vous étiez éditeur, et puis d'autres qui vont vous dire que vous êtes hébergeur, avec des conséquences qui sont diamétralement opposées pour vous. Donc, quels sont pour vous, Madame Albi, les arguments en faveur d'une thèse que j'imagine hébergeur de votre côté plutôt qu'éditeur, et quel regard portez-vous sur cette forme d'insécurité voilà, j'imagine qu'un pourvoi a dû être formé de ces décisions pour que les choses soient fixées. Mais quels sont les arguments en faveur pour vous, malgré toutes vos obligations finalement, qui s'accumulent de rester hébergeur? Alors, merci pour la question. D'abord, si on part de la directive e-commerce, l'article 14 dit clairement l'hébergeur, c'est un prestataire de services de la société d'information à partir du moment où il stocke, où il a un rôle passif et il stocke de manière automatique. Et comme vous l'avez dit, il n'a de responsabilité. Donc, il bénéficie d'une responsabilité allégée, il n'a de responsabilité qu'à partir du moment où il a mis en connaissance de quelque chose d'un contenu illégal, d'un potentiel contenu illégal. C'est exactement ce que reprend le règlement sur les services et donc ce qu'on appelle communément le Digital Service Act, qui nous dit attention, il va falloir que vous mettiez des moyens en place à partir du moment où vous recevez des notifications de contenus potentiellement illégaux, vous devez réagir promptement. C'est ce qu'on fait et ce qu'on a toujours fait depuis le début. Maintenant, le deuxième volet, c'est effectivement si on est éditeur. Éditeur, ça veut dire quoi? Responsabilité de plein droit. Il y a deux jurisprudences sur lesquelles on a toujours travaillé, et c'est la jurisprudence Uber de 2017 de la Cour de justice européenne et la jurisprudence Airbnb de 2019 de la Cour de justice européenne. Comment la jurisprudence européenne fait la différence entre un éditeur et un hébergeur? Un éditeur pour Uber, c'est celui qui met en place une véritable activité de transport. Vous ne pouvez pas accéder à ce transport par d'autres moyens. On ne peut pas louer une voiture Uber en appelant un numéro ou en utilisant une autre plateforme. C'est un vrai service qui est délivré par cette plateforme.
En revanche, lorsqu'on va sur la plateforme Airbnb, il s'agit de quoi? Du simple intermédiation, c'est-à-dire la mise en ligne, la mise en relation entre un annonceur et un voyageur. Donc, qu'est-ce que fournit Airbnb? Airbnb ne fournit pas l'annonce, ne fournit pas, on va dire, la réservation du logement, ne fournit pas le logement, parce que le logement, vous pouvez le louer aussi de manière offline, c'est-à-dire sur des petites annonces, sur un autre site, mais elle va fournir la mise en relation, donc la base de données, et la mise en relation entre le voyageur et l'annonceur. C'est cette partie-là qui est intéressante. Et le point fondamental que la Cour de justice européenne a toujours dit, et plusieurs jurisprudences, même en France, en tout cas ce qui concerne nous à Britel, que ce soit du tribunal judiciaire et encore récemment pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que ce soit pour Airbnb ou nous, ont bien défini que nos plateformes sont considérées hébergeurs parce qu'il y a un point important, on ne contrôle pas les prix des annonceurs. Ce qui était le cas justement d'Uber. Uber contrôle le prix de l'annonceur, contrôle la qualité des chauffeurs, etc. Nous ne contrôlons pas le prix des annonceurs. Les annonceurs ont le choix de déterminer leur propre prix. Donc, ce sont les critères vraiment sur lesquels on se base. Juste pour information, on a effectivement quelques décisions qui sont un petit peu, moi je pense que on considère comme des décisions à part, où les juges ont été un peu confus. Mais en Espagne, pour vous dire, notre société a gagné à plusieurs reprises, que ce soit dans les régions des Baléares ou en Catalogne, à 3 fois jusqu'à la Cour suprême, qui est l'équivalent de la Cour de cassation, où il a été clairement dit que nos plateformes sont des hébergeurs. Et la question était justement sur des numéros d'enregistrement. Ils voulaient qu'on vérifie la fiabilité de chaque numéro d'enregistrement par une loi nationale qui existait en Espagne. Et la Cour suprême a dit que cette loi était en contradiction avec la réglementation européenne et que nous étions simples hébergeurs. Donc, tant qu'on n'était pas au courant par une notification extérieure que l'annonce était illégale, nous n'avions pas de responsabilité, a priori, telle qu'un éditeur. Enfin, il y a une dernière jurisprudence que nous sommes très contents d'avoir gagnée, que ce soit Expedia, Abritel, Airbnb, Amazon et Google le 30 mai 2024 devant la Cour de justice européenne qui nous a tous définis comme des plateformes d'intermédiation et donc des prestataires de services de sociétés d'information, simplement des hébergeurs et qui, pour le coup, bénéficient de l'article 3 de la directive e-commerce qui nous... donc, du coup, on peut bénéficier du principe du pays d'origine. Voilà. Donc, sur cette base, on est assez confiant pour la suite et Airbnb va peut-être compléter pour ce qui concerne les pourvois. Oui, alors peut-être un petit complément, peut-être pour les pourvois, mais aussi peut-être de manière plus large, comme l'a relevé Thibaut Douville, le fait que ça cumule aussi un certain nombre d'obligations par les différents règlements et de cette clause dite du bon samaritain, ça implique une intervention de votre part, un rôle supplémentaire, pour ne pas dire actif, mais un rôle supplémentaire. Et comment arriver à cette ligne de crête pour sécuriser autant que possible le parcours par une intervention de la plateforme et un certain nombre de vérifications, pour autant sans tomber dans l'hypothèse des obligations qui pèsent sur l'éditeur. Comment faites-vous pour, à un moment donné, vous arrêter, sécuriser d'un côté, pour aussi vos clients, mais d'un autre côté, ne pas trop intervenir non plus, pour ne pas être responsable? Oui, Manuela l'a évoqué, c'est surtout la question du prix, effectivement, où là, c'est on va dire, la ligne rouge, où effectivement... sur Airbnb, les hôtes auront toujours la possibilité de fixer souverainement leur prix sans intervention de la plateforme. Il y a le contenu, effectivement aussi, le titre d'une annonce, le contenu écrit d'une annonce. La plateforme n'intervient absolument pas. C'est l'hôte uniquement qui rédige son annonce comme bon lui semble, dans le choix de ses photos également. En réalité, la plateforme, on se contente, nous, de notre côté, d'harmoniser, on va dire, la présentation du contenu en proposant dans le process de création d'une annonce de cocher des cases pour que le consommateur ait une vision exhaustive et claire de ce que propose l'annonceur, on va dire. Mais effectivement, il y a le prix et le contenu de l'annonce sur lequel on se freine et on n'intervient pas directement en tous les cas. Mais vous le soulignez bien, il y a des injonctions contradictoires qui sont faites aux plateformes, avec d'un côté une demande d'intervention pour, on va dire, protéger les consommateurs, mais de l'autre, effectivement, il ne faut pas avoir un rôle trop actif pour ne pas tomber dans ce statut d'éditeur qui implique une responsabilité plus grande. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident, effectivement.
Mais pour compléter effectivement sur la jurisprudence qu'évoquait Manuela, on est effectivement assez confiant du côté d'Airbnb aussi, puisque on a eu une décision isolée de la Cour d'appel de Paris qui a considéré que nous étions un éditeur, mais on a eu depuis une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé le contraire avec une décision particulièrement bien motivée selon nous. Ces deux décisions-là font l'objet d'un pourvoi en cassation. Donc début 2025, on devrait avoir la Cour de cassation qui devrait trancher, et on l'espère suivre le chemin de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour suprême espagnole, même si je sais que lorsque l'on cite une décision de la Cour suprême espagnole, ça n'a pas forcément un grand pouvoir de conviction dans les juridictions françaises, mais ils se sont quand même basés sur le droit européen qui s'applique. Donc on est assez confiant, nous, sur le fait qu'on est bien un hébergeur de contenu, de par ces décisions judiciaires et aussi de par le fait qu'on intervient, on va dire, de manière raisonnée sur le contenu des annonces, et en tout cas on s'attache à respecter ce que prévoit la réglementation européenne et la LCEN là-dessus pour conserver notre statut d'hébergeur, ce qui ne veut pas dire effectivement qu'on se lave les mains de tout contenu illicite, puisque vous l'avez rappelé, il y a ce process de, excusez l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, c'est le notice and takedown. C'est dès lors qu'on reçoit une notification, ça peut être d'un propriétaire dont le bien est sous-loué sans son autorisation, d'une commune qui nous signale un numéro d'enregistrement, par exemple, qui est faux et qui est mentionné par un hôte, ou un changement d'usage manquant, etc. Et dès lors que l'on reçoit ces notifications-là, nous, on agit promptement, et en général sous 24 à 48 heures, si effectivement on considère que la notification est fondée, on désactive les annonces. Donc on estime qu'effectivement c'est un bon compromis entre la préservation de notre rôle passif et de notre statut d'hébergeur, mais en même temps de s'attacher à être un interlocuteur fiable, on va dire, pour les communes, les propriétaires et les consommateurs aussi, pour éviter les fraudes à la réglementation notamment. Alors merci, on aura un petit temps de questions juste après. On aborde notre dernier temps sur les difficultés là que nous venons de voir, qui concernent davantage la licité en quelque sorte de l'offre et des conséquences que cela a pour vous en amont avec le respect de la réglementation, notamment par le bailleur. Et puis il y a en aval la question de l'inexécution du bail par les parties, et quel rôle dans ce cadre les plateformes pourraient-elles jouer. Alors je me tourne d'abord vers Madame Tixia Abar, qui représente en quelque sorte les difficultés rencontrées par les consommateurs locataires. Alors au regard de ce que vous avez pu constater auprès des consommateurs, quels sont les problèmes récurrents que l'on voit remonter par les consommateurs locataires, et au regard de ces difficultés rencontrées, quel rôle vous souhaiteriez voir jouer les plateformes dans ces litiges? Oui, alors un des problèmes récurrents, c'est cette problématique de clarifier le rôle des plateformes dans la location. Donc dans à peu près toutes les CGV des plateformes intermédiaires, il est écrit que les plateformes ne participent pas au contrat, que le contrat est bien passé entre le voyageur et l'hôte. Le problème, c'est que on a des cas d'annulation en dernière minute ou de non-conformité, par exemple, du logement à l'annonce. Et parfois, la plateforme intervient dans ces cas-là pour donc soit reloger le consommateur, ou alors payer la différence de prix entre le logement initial ou le second logement. Là où c'est problématique, c'est que c'est pas clair pour le consommateur du rôle de cette plateforme, du coup. Et nous aussi, ça nous interroge parce que donc souvent on nous ramène vers directement les hôtes pour régler ce genre de problème, alors que les plateformes prennent part là-dessus aussi. Un autre problème, c'est le problème d'état des lieux aussi. Donc dans les logements de location de courte durée, il n'est pas fait d'état des lieux quand le voyageur rentre dans un appartement, et on a souvent des cas où il y a des dégâts. Et donc, il est difficile d'obtenir comment dire, une situation ouais. au final avant-après pour Oui. savoir si le dégât est dû à la location ou s'il existait avant, c'est ça? Oui, voilà, une solution sans image ou sans état des lieux réalisé au préalable. Et un autre problème pour nous, c'est l'intermédiation donc des plateformes en cas de conflit. Airbnb le propose avec son centre de résolution, mais c'est pas le cas de toutes les plateformes où il n'y a pas forcément d'intervention lorsque le problème est entre un particulier et un voyageur, où là nous non plus on peut pas intervenir parce que c'est un particulier, donc le droit de la consommation ne s'applique pas. Et c'est important, ce serait important de mettre en place
un système qui permettrait aux plateformes d'indiquer un médiateur vers qui se tourner en cas de problème pour ce type de situation, ou que eux prévoient interviennent pour résoudre ce problème-là. Oui, merci. Alors, le fait que vous ne soyez que intermédiaire fait qu'effectivement, vous n'êtes pas partie au contrat entre le bailleur et le locataire. Pour autant, là encore, pour sécuriser le parcours du consommateur, du locataire, et qu'il ait aussi confiance dans le choix de la plateforme, parce qu'il se dit que ça a un impact sur, inévitablement pour eux, aussi sur la qualité du bailleur. Comment vous concevez votre rôle? Il y a la loi qui finalement ne vous impose pas grand-chose concernant l'inexécution du bail. Hein. Ailleurs, oui, mais disons que là sur cette question, la médiation, bah, c'est pas la médiation liée à la location, donc ce n'est pas par la loi votre médiateur. Donc, quel rôle vous pensez devoir jouer dans vos structures respectives? Est-ce que vous avez mis en place des structures propres ou des gestes commerciaux, ou est-ce que vous, aussi pour des questions de concurrence, vous estimeriez que ça devrait être imposé par la loi? Comment appréhendez-vous le rôle des plateformes dans ce cadre particulier d'inexécution du contrat de bail? Oui, alors vous l'avez rappelé, le point important, effectivement, c'est que le contrat se noue entre le voyageur et l'hôte. Donc la plateforme est tiers à ce contrat-là. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on s'en lave les mains. Je suis content d'entendre qu'Airbnb est plutôt un bon élève là-dessus. Donc nous, la manière dont ça fonctionne, c'est que dès lors qu'un voyageur ou un hôte, hein, ça peut être effectivement également du côté de l'hôte, signale un problème, on invite les deux parties via la plateforme à échanger et à tenter de trouver un règlement amiable entre elles. Et puis dès lors que ce n'est pas possible, effectivement, il y a un service qui intervient au sein de nos équipes et qui est là pour trancher, on va dire, puisque les utilisateurs acceptent nos conditions de service et toutes les politiques qui s'appliquent aux locations. Et dans ce cadre-là, si on estime qu'il y a une violation des conditions de service ou d'une de nos politiques qui sont applicables, on peut intervenir. Mais en général, on offre, on va dire, notamment aux voyageurs qui font face à une annulation de dernière minute, un service d'assistance pour les reloger et puis les dédommager pour éviter effectivement qu'ils subissent un préjudice financier notamment. Effectivement, on n'a pas d'obligation, mais sur le plan commercial et réputationnel également, on met en place tout de même ce type de dispositif, puisque les plateformes en réalité n'ont aucun intérêt à ce que ce type de mésaventures se reproduisent. Mais par exemple, le fait, si, bien que vous ne soyez pas partie au contrat, si on imposait aux plateformes d'être affiliées à un médiateur de la consommation, par exemple, pour pouvoir résoudre les litiges entre bailleurs et locataires, est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait possible, ou alors justement le litige ne vous concerne pas et ça vous semble pas forcément pertinent et que vous préférez le laisser gérer par vos services? Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien avec le Ouais. système actuel au sein d'Airbnb en tout cas. On a très peu de types de dossiers comme ceux qui ont été évoqués qui finissent devant un tribunal. On arrive en général à trouver une solution amiable qui satisfasse toutes les parties. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait d'urgence pour légiférer là-dessus en tout cas. Je sais pas, Madame Abli, vous voulez ajouter quelque chose? On a un service qui est quasiment identique à celui d'Airbnb. On a un service d'appel où les voyageurs peuvent nous appeler 24 heures sur 24, à partir du moment évidemment où on réserve sur la plateforme, et j'insiste. Si on réserve sur la plateforme, on est sécurisé dans la réservation, donc on est pris en charge, on peut effectivement être remboursé s'il y a une annulation de dernière minute, on peut être relogé, comme vous le disiez. Alors souvent c'est difficile de trouver une location de vacances identique, donc ça va être d'un hôtel plutôt 3 étoiles. Donc on a effectivement déjà mis en place un certain nombre de garanties commerciales qui sont pas imposées par la loi, comme vous le dites, mais c'est plutôt d'un point de vue commercial. On a évidemment anticipé le sujet pour éviter qu'il y ait des retours et des litiges contentieux. Et aussi, on fait, dans nos conditions générales, on fait référence évidemment au service de la médiation de la FEVAD. D'accord, très bien, merci. Petit temps de questions peut-être dans le public, si vous sur les différents thèmes que nous avons pu aborder depuis une petite heure maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je vais peut-être lancer la première, le temps que tout le monde réfléchisse.
je reviens un petit peu à la première thématique. La France a été à l'initiative d'un certain nombre de lois pour imposer aux bailleurs des obligations limitées, les durées, etc. Le fait que ce soit limité à la France, alors je ne sais pas, et peut-être pouvez-vous nous le dire si vous avez pu voir cette étude, comment ça se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Est-ce que le fait que ce ne soit que la France, si tel était le cas, ou que ce soit différent dans chaque État, est un problème d'organisation pour vous? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une harmonisation européenne sur ces obligations liées aux bailleurs, ou au contraire préférez que ça ne se diffuse pas au-delà de notre hexagone? Quel regard vous avez sur l'harmonisation qui n'existe pas pour le moment des locations de meublés touristiques? Je peux prendre celle-là. Alors, je connais un petit peu la réglementation européenne puisque j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Par expérience, la France, c'est quand même celle qui est la plus compliquée parce qu'elle fait un cumul. Elle fait un cumul de numéros d'enregistrement, plus changement d'usage, plus partage des données, plus cap de 120 jours, etc. Résidence principale, résidence secondaire. Donc vraiment, c'est la France, celle qui a le plus le système juridique le plus complexe au niveau de la location de vacances. Il y a évidemment d'autres pays où il y a d'autres réglementations, mais qui vont se focaliser plus sur une licence, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'accord de ma mairie pour pouvoir louer la location de vacances, un numéro d'enregistrement que la plateforme doit publier sur l'annonce. Ça oui, on l'a un peu partout, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Mais ce qui est complexe, c'est que beaucoup de ces pays-là vont avoir des systèmes qui font qu'ils ont des réglementations régionales, parce que c'est fédéral ou parce que et donc il y a un manque de règles nationales, ce qui fait que il faut vraiment s'adapter de manière par région, parfois même par ville, ce qui est une complexité énorme pour une plateforme comme les nôtres. Voilà, et on voit alors le sujet, juste comme ça par rapport à un visu de l'Europe, le sujet est très présent sur l'Europe du Sud. Grèce, Portugal, Espagne, Italie, France, c'est vraiment les régions où les plus touristiques, hein. Voilà. C'est sûr que c'est les voyageurs du Nord qui viennent vers le Sud, comme on sait, et aussi au niveau des amendes. Les amendes sont particulièrement, surtout pour les propriétaires, les amendes deviennent assez importantes dans ces pays-là. Mais est-ce que c'est une demande de votre part ou de votre secteur, hein, qu'il y ait une harmonisation européenne ou pas forcément? On a essayé et le résultat est le règlement de l'Union européenne du 11 avril 2024 où en fait ce sera essentiellement sur le partage des données. Pourquoi? Parce que il y a aussi une jurisprudence qu'on n'a pas encore citée, c'est la Cali Apartments qui est de 2019, qui venait d'un sujet français d'ailleurs, et où les juges européens ont dit en fait cette réglementation-là ne peut être que locale, puisqu'elle doit être justifiée par une pénurie de logements, etc. Et moi, juge européen, je ne peux pas décider pour toute l'Europe. Donc chacun a le droit de mettre en place en fait la réglementation qu'il souhaite en fonction des lois nationales qu'il a dans son pays. Très bien, merci. Est-ce que dans le public est née une question? Non, oui. Bonjour à tous. Alors, d'une manière pratique, je suis consommateur. Je loue donc un appartement à Paris au moment des JO et je rencontre un problème. Quelle est ma protection? Où vais-je faire ma réclamation? Très clairement, j'ai entendu qu'en ce qui vous concerne, vous étiez tiers au contrat. Moi, j'ai quand même un lien direct avec votre plateforme, puisque c'est là que j'ai loué. Que se passe-t-il pour moi, consommateur? Quelle est ma protection? Et que vais-je pouvoir faire, à part avoir peut-être mes yeux pour pleurer, ou aller voir un avocat pour entreprendre toutes des démarches judiciaires. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de médiation de la consommation. Est-ce que j'ai un recours, très clairement, est-ce que j'ai, comme cela est possible, une possibilité d'avoir un recours gratuit à un médiateur, ou dois-je saisir un médiateur
pas forcément de la consommation, mais un médiateur conventionnel ou judiciaire. D'ailleurs, peut-être que la loi m'y obligera, puisque si c'est moins de 5 000 €, je serai obligée de passer par une mesure alternative. Donc, ma question est sur la protection de consommateurs au regard de vos plateformes et quelles sont les démarches possibles? Alors, je vais faire une réponse très pratique, puisque votre question est très pratique. Concrètement, vous avez un souci avec votre location, vous arrivez sur place et vous ne pouvez pas accéder, par exemple, au logement. Simplement, vous contactez via la plateforme le service en question pour signaler le problème. Et nous, avec chaque réservation, on a le programme AirCover, qui n'est pas une assurance, mais une sorte de garantie qui est automatiquement applicable à toutes les réservations et qui vous permet de bénéficier, en cas de souci, d'un relogement pris en charge par la plateforme. Donc, vous aurez une location équivalente qui sera mise en place pour remplacer la location qui ne s'est pas bien passée. Et vous aurez éventuellement, pour le surplus, aussi une prise en charge financière de la plateforme pour compenser le surcoût. Donc, et notamment pour les Jeux Olympiques, on anticipe éventuellement qu'il y ait ce genre de situation. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que dans la situation exceptionnelle des JO, avec le nombre de logements, peut-être un surbooking important, vous pensez qu'un relogement est quelque chose, que vous avez anticipé, qui est possible? Ouais. Alors nous, on a fait un investissement de 27 millions d'euros spécifiquement pour les Jeux Olympiques pour étoffer les équipes justement qui seront en lien avec vous dès lors que vous signalez un souci, pour permettre une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ensuite, effectivement, sur les relogements et sur l'offre qui semblait limitée, en tout cas l'année dernière, on se rend compte ces derniers mois que ce n'est finalement pas le cas et qu'il devrait y avoir suffisamment de logements disponibles pour reloger éventuellement les consommateurs qui en auraient besoin. Et puis on avait également pris nos précautions en réservant, on va dire, un certain nombre de locaux, notamment des chambres d'hôtel, pour le cas échéant, en cas d'urgence, pouvoir reloger des consommateurs sur place rapidement. Comment? Vous le signalez sur la plateforme, mais en principe, alors je ne vais pas m'engager, mais en principe, c'est sous quelques minutes, quelques heures maximum. Je ne vous invite pas à faire le test. J'espère que tout se passera bien. Mais en principe, ça sont des gestes commerciaux. On est préparé. Effectivement, ça reste des gestes commerciaux. Alors peut-être pour terminer, Thibault, oui. Si je peux me permettre juste de prendre la suite de ce qui vient d'être dit, parce qu'on se dit après tout, puisqu'on n'a pas, on est un petit peu dans un angle mort. Est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur le fameux règlement sur les services numériques dont on parlait tout à l'heure? Si Airbnb est éditeur, voilà, mais on a qu'un arrêt, voilà, de janvier 2023, que ça. Mais le règlement sur les services numériques est intéressant parce que, alors, il prévoit un mécanisme de règlement interne et un mécanisme de règlement extrajudiciaire, mais qui concerne uniquement les contenus. C'est-à-dire qu'il va concerner le litige qui pourrait être lié au caractère illicite de l'activité ou du contenu qui a été diffusé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un tout petit aspect de la question, et donc on est très loin du problème lié à l'hébergement. Néanmoins, et ça a une incidence sur le design des plateformes, dans l'hypothèse, et ce règlement introduit aussi des dispositions protectrices des consommateurs, pour le coup des hôtes, même si la relation, on a quand même un professionnel qui est la plateforme qui intervient, avec une hypothèse d'apparence donnée par la plateforme comme fournisseur de services. Donc c'est un problème de design de la plateforme, c'est-à-dire on efface le fait que le bien est mis à disposition par un particulier ou pourquoi pas par un professionnel sur le site, et la plateforme se présente comme étant l'hébergeur. Dans ce cas, la plateforme engagerait sa responsabilité, de plein droit d'ailleurs, en raison de l'inexécution du contrat d'hébergement qui est proposé. Mais c'est absolument pas le cas des deux plateformes qui sont présentes ici. Et on fait très attention justement dans la présentation de la plateforme pour que ce soit vraiment explicite que le service est fourni par un professionnel ou un particulier, mais le profil apparaît clairement effectivement pour ne pas entrer dans ce cadre-là. Alors, on va prendre une dernière question. Merci, oui. En fait, je voudrais revenir sur l'exemple de madame auquel monsieur a répondu.
Est-ce qu'il y a en fait des astreintes financières pour les personnes qui proposent leurs biens au logement et qui font faux bond, visiblement, évidemment l'exemple était fictif, mais j'imagine qu'il existe dans la vie réelle. Est-ce qu'il y a une astreinte financière en fait qui est imposée par la plateforme pour que ce soit un peu dissuasif? Et s'il y a une astreinte financière, est-ce que celle-ci est gardée par vos plateformes ou est-ce qu'elle est reversée à celui qui finalement subit le dommage? Je vais répondre pour Airbnb. Alors effectivement, on a dans nos politiques une politique qui prévoit ce type de cas, et en fonction effectivement de la date de l'annulation par l'hôte, plus la date est rapprochée effectivement de la date de début du séjour, plus la pénalité est importante. C'est un pourcentage du montant de la location pour dissuader justement les autres qui feraient faux bond aux voyageurs. Et on a également un autre dispositif qui est très dissuasif, encore plus à mon sens que la pénalité financière, c'est le blocage des dates sur le calendrier de l'hôte. Si un hôte, par exemple, vous annule dans l'optique, on va dire, de remettre à un prix plus élevé en location sur la plateforme, s'il n'a pas de justificatif convaincant qui démontre qu'il a dû annuler pour une cause de force majeure, nous on bloque ces dates-là et il ne pourra pas les remettre en location. Donc il perdra la location, il ne pourra pas en bénéficier. Et au niveau des pénalités, c'est la plateforme qui les reçoit, mais le consommateur, lui, n'aura pas de perte financière puisqu'il sera soit entièrement remboursé, soit relogé avec une prise en charge du delta par la plateforme. Donc, le consommateur, il reçoit le delta, le supplément, on va dire, qu'il doit régler éventuellement pour se reloger. Mais les pénalités, effectivement, elles sont là pour, on va dire, compenser la plateforme du travail qui doit être fourni justement par le service client pour traiter le sujet, reloger le client, etc. C'est plus dans ce sens-là. Donc il y a pénalité financière et blocage du calendrier, ce qui est encore plus dissuasif à mon sens. Donc on avait prévu ce cas de figure, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Et nous passons la main à la table ronde suivante sur contrôle, contrefaçon et litige.